Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Quand parfois on me sollicite pour des tips sur mon podcast, et notamment le choix de mes thématiques mensuelles, je réponds évidemment l'actualité, mais laquelle ? Dans un écosystème globalisé et très hétérogène, ce qui me guide alors est la tendance au sens économique du terme qui va émerger d'un certain brouhaha comme le fait disruptif dans le sens d'un avant et après. Et durant ce mois de novembre, certains événements sont venus effectivement bousculer une conjoncture jusqu'alors morose, laissant la place à nombre de conjectures. Si une conjoncture a généralement le sens d'une situation résultant d'un ensemble de circonstances, la conjecture, quant à elle, signifie une supposition ou une opinion qui repose sur l'analyse des faits. Et ceux que j'ai retenus pour cet épisode sont des résultats concrets, ou du moins certains, lors des dernières ventes aux enchères qui étaient très attendues, notamment à New York ce mois-ci, et qui pourraient, selon certains observateurs, annoncer un changement de tendance pour le marché de l'art. Décryptage. Les résultats des ventes aux enchères new-yorkaises de ce mois de novembre, qui sont de véritables balises pour le marché, ont enregistré 2 nouveaux records après 2 années vraiment difficiles pour le marché de l'art, ce qui serait, pour les plus optimistes, des signes de réelle reprise au-delà d'un simple regain de confiance passagère. Alors si les 5 grandes ventes du soir à New York ont enregistré effectivement des résultats exceptionnels, en rapportant un total de près de 2 milliards de dollars frais compris, soit près du double du total de 2024 à la même période, c'est parce que des records sont tombés, et notamment le 18 novembre dernier, avec la vente du portrait d'Elisabeth Lederer par Gustav Klimt, qui a été adjugé 236 millions de dollars, devenant l'œuvre d'art moderne la plus chère jamais vendue aux enchères et la deuxième œuvre d'art en général la plus chère après le Salvator Mundi. Et quelques jours plus tard, la maison Sotheby's a réalisé un autre coup de maître avec la vente d'El Sueño, la Cama de Frida Kahlo, l'artiste mexicaine, qui est un autoportrait de l'artiste endormi avec un prix de 54,7 millions de dollars, établissant un nouveau record cette fois, mais pour une artiste femme qui devient ainsi l'artiste femme la plus chère jamais vendue aux enchères. Un autre buzz a été généré, mais pas de la même manière, par une œuvre aussi très attendue, les fameuses toilettes en or de Mauricio Catalan, qui ont vu leur prix être indexé sur la valeur de l'or 18 carats le jour de la vente, pour atteindre la fourchette haute, soit 10 millions de dollars prévus. Mais cela n'a pas suscité un grand enthousiasme parmi les acquéreurs. Alors si certains analystes prédisent que le marché de l'art est en train de franchir un nouveau cap grâce à ces ventes records, d'autres observateurs du marché ne crient pas encore victoire. Des records, oui, mais finalement pour quelles œuvres ? Car si ces 3 dernières avaient une certaine renommée, ce sont finalement des œuvres emblématiques de très grande qualité, comme le portrait de Klimt, qui ont conservé leur attrait intact pour les collectionneurs au-delà du changement goût et de mode. Et si la plupart des ventes de la saison ont concerné des œuvres d'artistes très établis, chez Christie's cette fois, c'est une œuvre beaucoup plus contemporaine, en lin et feuille d'or encore, de l'artiste colombienne en vogue Olga de Amaral, Pueblo H, qui a été adjugée pour plus de 3 millions de dollars, soit plus de 5 fois son estimation haute. Ce qui est véritablement de bon augure à l'aube d'Art Basel Miami, qui se tiendra début décembre, car dans le marché de l'art contemporain, il y a aussi un effet notoire que j'appelle placebo. Je m'explique, quand les prix augmentent et qu'on enregistre des records, l'écosystème se sent vraiment rassuré, ce qui incite les amateurs d'art et collectionneurs à revenir acheter sur le marché. Alors, en cette fin d'année, malgré l'incertitude économique et géopolitique persistante à l'échelle mondiale, les analyses du marché soulignent que le second semestre 2025 semble marquer un nouveau tournant
qui restera à confirmer après Art Basel Miami, ultime grande foire de l'année, organisée aux États-Unis, ce qui pourrait contribuer à surmonter certains obstacles en lien avec l'état du commerce international actuellement. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis ou en art contemporain que des records pleuvent. En France, il y a quelques jours, une version du tableau David et Goliath par Guido Reni a été remis en lumière sur le marché par le cabinet d'expertise Turquin. L'artiste, originaire de Bologne, est une figure majeure du début du XVIIe siècle à Rome, où il comptait notamment parmi ses mécènes l'influence famille borghese. Et lundi dernier à Paris, c'est la maison Arcurial qui a vendu cette peinture sur toile du début du XVIIe siècle pour plus de 12 millions d'euros, pulvérisant le précédent record de vente de l'artiste, mais aussi l'estimation qui était de 2 à 4 millions d'euros. Et ce, même si cette version de David et Goliath de Reni a fait l'objet de différents débats ces dernières années du fait de plusieurs versions existantes de l'œuvre qui diffèrent chacune par leur composition et ou leur exécution. Et au-delà des expertises, c'est finalement la provenance ou le pédigré de l'œuvre qui a été un facteur de valorisation déterminant. Car si les prix élevés atteints aux enchères ce mois de novembre révèlent que les acheteurs misent actuellement sur des œuvres de premier ordre et restent à l'écart de toute forme de spéculation, c'est la provenance de ces œuvres qui reste un facteur déterminant, comme pour le tableau de Gustav Klimt de 6 pieds de haut, qui a été peint par le peintre autrichien entre 1914 et 1916, et qui représente une jeune héritière, fille des mécènes de Klimt, et qui illustre aussi une belle histoire, puisque ce tableau a été pillé par les nazis et presque entièrement détruit par un incendie durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été restitué en 1948 à Erich, le frère d'Elisabeth, qui le conserva toute sa vie jusqu'à sa vente en 1983, 2 ans avant sa mort, avant d'intégrer finalement en 1985 la prestigieuse collection privée de Leonhard Lauder, l'héritier d'Estée Lauder. Et donc ici, comme souvent, c'est la qualité de l'œuvre et de son auteur, ainsi que sa prestigieuse provenance, qui, dans un marché où chaque œuvre est souvent unique et toujours rare, ont fait office de levier, ce qui a permis d'enregistrer un tel record. Dans un tout autre style, donc l'œuvre America de Maurizio Cattelan, des toilettes en or 18 carats de 100 kg, n'ont reçu qu'une seule offre aux enchères, atteignant juste le prix demandé. Certes, l'artiste italien très provocateur est très renommé, il est connu aussi pour avoir fixé une banane au mur et avec un scotch et l'avoir vendu pour 5-8 millions de dollars, mais il ne fait plus vraiment recette, et ce même si son humour sarcastique perdure. Troisième exemple, en ce qui concerne l'œuvre de Frida Kahlo, c'est aussi une autre histoire et un nouveau record, puisque le prix a atteint une somme 100 000 fois supérieure, je dis bien 100 000 fois supérieure, aux 51 000 $ auxquels il a été vendu pour la dernière fois en 1980. Donc l'œuvre est réapparue sur le marché plus de 40 ans après, et c'est là aussi une toile emblématique d'une artiste iconique, avec par ailleurs une enchère irrévocable qui a été déposée juste avant la vacation, garantissant quoi qu'il advienne sa vente. Alors assiste-t-on vraiment ces derniers jours à un tournant ? Certainement si l'on considère la confiance accordée au marché, car ce sont des œuvres emblématiques et très rares sur le marché qui ont été remises en vente, avec cette fois des estimations plus ajustées, ce qui a fait qu'elles ont trouvé preneur et parfois à des prix records. Néanmoins, la messe n'est pas dite, et notamment en France, où planent de nouvelles menaces sur tout l'écosystème du commerce de l'art, après que l'Assemblée nationale ait adopté récemment une nouvelle mouture de l'impôt sur la fortune, terriblement intitulée « Impôt sur la fortune improductive », mais, et c'est là qu'un espoir subsiste, avant la navette parlementaire, et surtout qu'un budget ne soit voté. Néanmoins, les professionnels du marché de l'art sont vent debout, une fois encore, scandalisés par cette nouvelle incertitude sur la fiscalité des œuvres d'art et soulignant une dangerosité d'une telle réforme pour tout le commerce de l'art et bien au-delà d'une faisabilité improbable, puisque la question centrale de l'estimation des œuvres détenues dans les patrimoines des contribuables reste une problématique irrésolue à ce jour.
Alors au lieu de rebattre les cartes d'un jeu dont on ne maîtrise pas les règles et qui pourrait pénaliser à terme lourdement la scène artistique contemporaine française, les députés français feraient mieux de suivre l'exemple de certains autres pays qui, eux, privilégient la protection de leur patrimoine artistique, comme au Canada, où pour la première fois, le droit de suite pour les artistes a été proposé dans le budget fédéral, afin que tout artiste puisse partager les profits d'une vente future de son œuvre, permettant aux créateurs d'œuvres d'art visuelles originales de percevoir des redevances chaque fois que leur œuvre est revendue. Certes, ce droit de suite existe déjà dans plus de 90 pays et c'est en France, véritable pionnier cette fois en matière de protection des artistes, qu'il existe depuis le début du XXe siècle. Finalement, la question que nombre d'analystes se posent aujourd'hui est de savoir si les récents résultats des ventes aux enchères à New York et à Paris témoignent d'un marché de l'art définitivement plus robuste et surtout de l'amorce d'une reprise. Les résultats ont en effet presque partout progressé en un an et de nombreux autres facteurs laisseraient entrevoir des perspectives positives à moyen terme et surtout à plus long terme pour le marché de l'art. Le segment haut de gamme qui tirait auparavant le marché a de nouveau connu des ventes exceptionnelles et les grands collectionneurs reviennent sur le marché tandis que la spéculation sur les prix des artistes très contemporains s'est finalement définitivement atténuée. Enfin, force est de constater le retour d'offres irrévocables, soit des offres faites avant les ventes aux enchères et qui ne peuvent pas être retirées, et donc c'est un véritable indicateur de confiance pour le marché. Alors si cette année encore le marché de l'art a connu des corrections importantes, notamment en Europe, et le mois dernier où on a pu constater un repli significatif de la spéculation sur les œuvres d'artistes très émergents, on est sans doute en train d'assister à un retour à l'ordre, puisque les grands collectionneurs rivalisent pour acquérir des œuvres emblématiques d'artistes de renom. Et, tendance de plus long terme, les prix des œuvres d'art commencent à se réajuster à la demande des collectionneurs avec des fourchettes d'estimation beaucoup plus prudentes. Faisant naître un nouveau défi pour les maisons de vente aux enchères, le sourcing d'œuvres de grande qualité et surtout de belle provenance. Alors si le marché n'est pas encore totalement rétabli, il est assurément de nouveau sur pied. Morale de l'histoire, le marché de l'art a une fois de plus démontré que faisant fi de toute conjecture, et quelles que soient les conditions économiques et géopolitiques défavorables, il persiste toujours et encore, et malgré la conjoncture, une demande pour les œuvres exceptionnelles. Et que c'est véritablement une qualité indéniable, voire exceptionnelle, des œuvres proposées à des plus justes prix, qui incite les acquéreurs à revenir dans les salles de vente et à contribuer certainement à une reprise du marché. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 11 de la saison 6, marché de l'art, conjoncture et conjecture. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.